Lorsqu'elle est arrivée à un entretien d'embauche, la femme a senti le parfum de sa mère disparu dans le bureau du millionnaire. Elle est restée paralysée quand il a sorti le même flacon du tiroir. Marianne Chevalier traverse le hall de marbre de Villeneuve Holdings en serrant son CV froissé contre sa poitrine. Ses chaussures plates grincent sur le sol lustré, et elle se maudit de ne pas avoir pu s'offrir des talons décents. Autour d'elle, tout respire l'argent. Les lustres de cristal, les canapés de cuir italien, les employés en costume taillé sur mesure qui parlent à voix basse de millions d'euros, comme s'il s'agissait de la météo, Mademoiselle Chevalier, la réceptionniste aux ongles parfaits, la dévisage par-dessus ses lunettes de designer. Monsieur Villeneuve vous attend au 15e étage. Dans l'ascenseur, Marianne ferme les yeux et pense à tante Clara, allongée dans son lit d'hôpital, qui lui sourit malgré la douleur. Les médecins ont été clairs. Sans cette opération, Clara n'en a plus pour longtemps. 15 000 euros. Une somme astronomique quand on vit avec 800 euros par mois et que le loyer de leur petit 2 pièces de Belleville arrive à échéance dans une semaine. « Allez, ma chérie », se murmure-t-elle en français, reprenant les mots que Clara lui répétait enfant. « Tu vas y arriver. Tu as le sang des battantes. » Le 15e étage sent le luxe discret, boiseries sombres, tapis persans, et cette odeur particulière des bureaux où se prennent les vraies décisions. L'assistante de direction, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux tirés en chignon strict, l'accompagne jusqu'à une double porte en acajou. « Monsieur Villeneuve, Mademoiselle Chevalier est arrivée. » Théodore Villeneuve se lève de derrière son bureau, la soixantaine élégante, cheveux gris acier, costume italien impeccable, mais ce sont ses yeux qui frappent Marianne. Fatiguée, comme s'il portait un poids invisible depuis des années. « Mademoiselle Chevalier, asseyez-vous, je vous prie. » Sa voix est douce, presque paternelle. « J'ai lu votre candidature. Votre parcours en gestion associative m'intéresse. » Marianne s'installe dans le fauteuil en cuir face au bureau. C'est alors qu'elle la sent. Cette fragrance qui flotte dans l'air, subtile mais reconnaissable entre mille. Son cœur s'arrête. Fleurs d'oranger, bergamote, et cette note fumée si particulière, jardin des orangers, souffle-t-elle malgré elle. Théodore se fige, sa main suspendue au-dessus d'un dossier. Ses yeux scrutent le visage de Marianne avec une intensité soudaine. Pardon, ce parfum, Marianne déglutit difficilement. Ces jardins des orangers, n'est-ce pas? Un silence pesant s'installe. Théodore contourne lentement son bureau, et Marianne remarque qu'il boite légèrement. Il s'approche d'elle, et l'odeur devient plus forte. Pas sur lui. Non. Elle vient d'ailleurs. Comment connaissez-vous ce parfum? Sa voix a changé, devenue plus grave, presque méfiante. Ma mère. Marianne sent sa gorge se serrer. Ma mère en portait avant l'incendie. Théodore se raidit comme s'il avait reçu un coup. Il se dirige vers son bureau, ouvre le tiroir du bas avec des gestes mesurés. Il en sort un petit flacon de verre ambré, exactement comme celui que Marianne a vu 1000 fois sur la coiffeuse de sa mère. « Hélène Moreau », dit-il simplement. Le prénom résonne dans la pièce comme une incantation. Marianne se lève d'un bond, le cœur battant. « Vous connaissiez ma mère ». Théodore tourne le bouchon du flacon. Un minuscule bout de papier s'en échappe, qu'il déplie avec des gestes infiniment précautionneux. Marianne distingue une écriture féminine, élégante. Pour T, si je ne reviens pas. Hélène était. Il s'interrompt, range précipitamment le papier. Elle travaillait pour nous, autrefois, au laboratoire Myrto. Maison Myrto. Marianne répète le nom comme une prière. Maman me parlait toujours de cette parfumerie. Elle disait que c'était son rêve, qu'un jour, l'incendie a tout détruit. La voix de Théodore se brise légèrement. Votre mère, nous avons tous été dévastés par sa disparition. Marianne sent les larmes monter. 23 ans. 23 ans qu'elle vit avec ce vide. Cette absence qui la définit autant que sa présence l'aurait fait. Et voilà qu'un inconnu, dans un bureau cossu, évoque sa mère comme s'il la connaissait intimement. Pourquoi gardez-vous son parfum? Théodore referme soigneusement le flacon et le repose dans le tiroir. Parlons plutôt de votre candidature. Il retourne s'asseoir. Redevenu l'homme d'affaires maître de lui, nous cherchons quelqu'un pour superviser nos nouveaux projets sociaux, microfinancement pour artisans, programme de formation. Marianne le dévisage, désorientée par ce brusque changement de sujet, mais elle a besoin de ce travail. Clara compte sur elle. J'ai de l'expérience avec l'association Solidarité Quartier, dit-elle en s'efforçant de garder une voix stable.
3 ans à gérer des budgets participatifs, à monter des dossiers de subvention. Parfait. Le poste est à vous. Vous commencez lundi. Mais vous ne m'avez même pas posé de questions techniques. Vous ne connaissez pas mes références. J'ai tout ce qu'il me faut. Théodore se lève, signifiant la fin de l'entretien. Mademoiselle Dubois vous expliquera les détails administratifs. Marianne se lève aussi, encore sous le choc, en se dirigeant vers la porte. Elle sent de nouveau l'odeur du parfum, plus faible maintenant, comme un fantôme olfactif. Monsieur Villeneuve, il lève les yeux de ses documents. Ma mère, dans l'incendie. Est-ce qu'elle a souffert? Le stylo de Théodore tremble imperceptiblement dans sa main. Non, dit-il finalement. Tout a été très rapide. Mais Marianne lit dans ses yeux qu'il lui ment. Dans le couloir, elle croise une femme d'une 40aine d'années, blonde platine. Vêtue d'un tailleur Chanel, elle a cette beauté froide des femmes qui ont appris très tôt que l'apparence est une arme. Ah, notre nouvelle recrue. Son sourire ne monte pas jusqu'à ses yeux. Solène Delaunay, associée majoritaire. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Sa poignée de main est ferme, calculée. Marianne a l'impression d'être jaugée, pesée, cataloguée en quelques secondes. Marianne Chevalier, enchantée. MMH. Solène l'examine de la tête aux pieds. Théodore a ses petites manies philanthropiques. J'espère que vous ne nous décevrez pas. L'ascenseur arrive. Marianne y monte avec soulagement, mais Solène la suit. Au fait, dit Solène en appuyant sur le bouton du 10e étage, vous devriez savoir que nous n'encourageons pas les rapprochements entre collègues, question de professionnalisme. Bien sûr, l'ascenseur s'arrête brutalement entre 2 étages. L'éclairage vacille. Merde, grogne Solène en martelant le bouton d'alarme. Ces putains d'ascenseurs déconnent sans arrêt. Ne vous inquiétez pas, dit une voix masculine depuis l'interphone. J'arrive. Quelques minutes plus tard, les portes s'ouvrent sur un homme d'une 30aine d'années, en costume sombre, brun, yeux verts, carrure d'ancien sportif, mais c'est son regard qui frappe Marianne. Intelligent, observateur, et étonnamment doux pour quelqu'un qui dégage une autorité naturelle. Gabriel Monclerc, chef de sécurité, dit-il en tendant la main à Marianne. Désolé pour le désagrément, ces ascenseurs ont plus de 20 ans. Leurs regards se croisent. Une seconde de trop, Marianne sent ses joues rosir et détourne les yeux. Marianne Chevalier, je commence lundi aux projets sociaux. Ah, parfait. Mon bureau est au 10e. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Gabriel, l'interrompt sèchement Solène. J'aimerais arriver à ma réunion avant demain, si possible. Il s'efface avec un sourire en coin. Marianne sort au rez-de-chaussée, le cœur battant pour des raisons qu'elle préfère ne pas analyser. Dehors, Paris retrouve ses couleurs. L'air frais chasse l'odeur persistante du parfum de sa mère. Mais les questions tourbillonnent dans sa tête. Pourquoi Théodore garde-t-il ce flacon? Que signifie ce mot mystérieux? Et surtout, comment se fait-il qu'après 23 ans de silence, le simple fait de prononcer le nom d'Hélène Moreau fasse trembler les mains d'un homme apparemment inébranlable? En rentrant dans le métro, Marianne ne remarque pas la voiture noire qui démarre doucement derrière elle. Lundi matin, 8 heures, Marianne pousse les portes vitrées de Villeneuve Holdings avec cette sensation étrange d'entrer dans un monde qui lui est à la fois familier et totalement étranger. Le hall de marbre résonne de conversations feutrées et du claquement discret de talons sur le sol. Elle porte son unique tailleur noir, celui qu'elle garde pour les occasions importantes, et une chemise blanche qu'elle a repassée 3 fois la veille. Mademoiselle Chevalier, Mademoiselle Dubois l'accueille avec un sourire professionnel. Votre bureau est au 12e étage. Monsieur Arnaud vous attend pour vous présenter vos dossiers. Bastien Arnaud l'attend effectivement, appuyé contre une fenêtre panoramique qui donne sur les toits de Paris. La 40aine sportive, cheveux châtains soigneusement coiffés, sourire de représentant de commerce de luxe, il se retourne en l'entendant arriver, et son regard la détaille rapidement de haut en bas. Ah, notre ange gardien des bonnes œuvres. Il s'approche. Main tendue, Bastien Arnaud, directeur financier, ravi de vous rencontrer. Sa poignée de main traîne un peu trop longtemps. Marianne la retire poliment. Enchantée. J'ai hâte de découvrir les projets en cours. Bien sûr, bien sûr. Il désigne un bureau dans l'angle. Équipé d'un ordinateur dernier cri et d'une pile impressionnante de dossiers, voici votre nouveau royaume. Café. Le café est excellent, bien meilleur que celui de la machine au bureau de l'association.
Marianne s'installe et ouvre le premier dossier. Microfinancement Artisan Provence. Les chiffres dansent devant ses yeux. 15 000 € pour un prêt à un potier de Valoris, 22 000 pour une savonnerie traditionnelle à Marseille, des sommes qui lui paraissent énormes pour de si petites entreprises. Vous trouvez les montants élevés? Bastien a remarqué son expression. Vous savez, l'artisanat de qualité, ça coûte cher. Matières premières, équipements, bien sûr. Marianne hoche la tête, mais quelque chose la gêne sans qu'elle puisse mettre le doigt dessus. Et le suivi? Comment vérifiez-vous l'utilisation des fonds? Oh, nous faisons confiance à nos partenaires. Son sourire se crispe imperceptiblement. Ce sont tous des artisans recommandés par nos contacts locaux. Marianne ouvre le dossier suivant. Une parfumerie artisanale à Grasse. 50 000 €. Le nom du bénéficiaire lui dit quelque chose. Atelier Lavande Dorée. Elle fronce les sourcils. Cette entreprise, elle existe vraiment. Je crois me souvenir qu'il y a eu un article dans Libération l'année dernière. Un scandale autour de fausses appellations d'origine. Le sourire de Bastien vacille. Les journalistes, vous savez ce que c'est? Toujours à chercher le sensationnel. Cette affaire a été classée sans suite. Mais Marianne ne l'écoute plus. Elle fixe le nom du dirigeant de l'entreprise. François Delaunay, comme Solène, coïncidence. Excusez-moi, dit une voix derrière eux. Gabriel Moncler se tient dans l'embrasure de la porte, une liasse de papier à la main. Bastien, j'ai besoin de voir les autorisations d'accès pour les nouveaux fournisseurs. Ah, Gabriel. Bastien bondit de sa chaise avec un entrain un peu forcé. Tu connais notre nouvelle collègue, Marianne Chevalier, Gabriel Moncler. Nous nous sommes croisés vendredi, dit Gabriel en adressant à Marianne un regard qui la fait rougir malgré elle. Comment se passe votre première journée? Très instructive, je découvre l'ampleur de vos projets philanthropiques. Il y a quelque chose dans sa façon de dire « philanthropique » qui fait froncer les sourcils à Gabriel. Bastien, lui, s'agite. Bon, moi je vous laisse. Réunion budget dans 5 minutes. Marianne, les dossiers urgents sont marqués d'un post-it rouge. À plus tard. Il sort précipitamment. Gabriel s'attarde, jetant un coup d'œil aux dossiers ouverts sur le bureau. Les ateliers Lavande Dorée, lit-il à voix basse. Tiens donc, vous les connaissez? Gabriel ferme la porte du bureau et s'approche. Officiellement, non. Il baisse la voix. Officieusement, cette boîte a fait faillite il y a 6 mois. Le sang de Marianne se glace. Comment ça, faillite? Liquidation judiciaire? L'atelier est fermé depuis septembre. Il désigne le dossier. Pourtant, d'après ça, nous leur avons versé 50 000 € en novembre. Marianne feuillette nerveusement les pages. Contrat signé, justificatif de virement, accusé de réception. Tout semble en ordre. Il doit y avoir une erreur. Peut-être. Gabriel la regarde intensément. Ou peut-être pas. Vous devriez faire attention à qui vous posez vos questions. Marianne, la façon dont il prononce son prénom lui donne des frissons. Il y a de la douceur dans sa voix, mais aussi de l'inquiétude. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que... Il hésite, jette un coup d'œil vers la porte. Parce que les gens qui posent trop de questions ici ont tendance à partir, rapidement. Vous essayez de me faire peur. J'essaie de vous protéger. Leurs regards se croisent. Cette fois, Marianne ne détourne pas les yeux. Il y a quelque chose entre eux, quelque chose d'électrique et de dangereux. Elle pense à l'avertissement de Solène sur les rapprochements entre collègues. Je ferais mieux de retourner au travail, murmure-t-elle. Bien sûr. Gabriel se dirige vers la porte, puis se retourne. Marianne, si vous trouvez d'autres anomalies, ne les mentionnez pas devant Bastien, d'accord? Il sort. Marianne reste seule avec ses dossiers et 1 million de questions. Elle passe le reste de la matinée à éplucher les contrats. Et plus elle creuse, plus les incohérences s'accumulent. Des entreprises aux adresses fantaisistes, des virements vers des comptes offshore, des justificatifs de dépenses qui ne correspondent à rien. À midi, elle décide d'aller déjeuner. En passant devant la salle de réunion, elle entend des éclats de voix, la porte est entr'ouverte. Ces conneries de projets sociaux, c'est la voix de Solène, tranchante comme une lame. Tu me fais perdre de l'argent avec tes états d'âme. Théodore. Solène, je te rappelle que cette fondation est aussi la tienne. Cette fondation est un paravent. Elle frappe du poing sur la table. Et maintenant, tu embauches une petite fouineuse qui va fourrer son nez partout. Marianne Chevalier est parfaitement qualifiée. Marianne Chevalier va nous causer des emmerdes. Je le sens, Théodore. Cette fille a quelque chose de dérangeant.
Marianne retient son souffle. De quoi parle-t-il exactement? Tu deviens parano, Solène. Parano. La voix de Solène devient dangereusement calme. Tu sais ce qui m'arrive quand je deviens parano, Théodore. Je me souviens de tout, y compris de certains. Incendie. Un silence lourd s'installe. Marianne colle son oreille à la fente de la porte. N'y pense même pas, dit finalement Théodore d'une voix blanche. Alors contrôle ta protégée, ou je m'en charge moi-même. Des pas se rapprochent hors de la porte. Marianne s'éloigne précipitamment et fait semblant de consulter les panneaux d'affichage. Solène sort de la salle de réunion, le visage fermé. En voyant Marianne, elle s'arrête. « Mademoiselle Chevalier, comment se passe votre première journée ?»« Très bien, merci. Les dossiers sont passionnants. » Solène la scrute de ses yeux de glacier. « J'espère que vous ne vous lassez pas trop vite des choses passionnantes. Ce serait dommage. » Elle s'éloigne en claquant des talons. Marianne sent un frisson lui parcourir l'échine. L'après-midi passe dans un brouillard d'inquiétude. Chaque fois que Bastien passe devant son bureau, elle ferme précipitamment les dossiers problématiques. Vers 17h, elle reçoit un mail interne. Réunion équipe jeudi 14h, présentation des nouveaux projets, BA. En rangeant ses affaires, elle remarque un dossier qu'elle n'avait pas vu le matin. Archive Maison Myrto, liquidation 2001. Son cœur s'emballe. Elle l'ouvre rapidement. Photo de l'incendie, rapport de police, inventaire des pertes. Et là, au milieu des documents administratifs, une photo qui lui coupe le souffle. Sa mère, Hélène Moreau, debout devant les ruines fumantes de la parfumerie, le visage ravagé par la douleur, au dos de la photo, une note manuscrite. Dernière visite, HM, refuse assistance psychologique, prétend que c'était un sabotage, à surveiller. Sabotage. Marianne relit la note plusieurs fois. Qui a écrit ça? Et pourquoi surveiller sa mère? Vous travaillez tard. Gabriel apparaît dans l'embrasure de la porte. Quelque chose d'intéressant. Marianne referme précipitamment le dossier. Des archives sur l'ancien laboratoire. Gabriel s'approche, mais ne cherche pas à voir ce qu'elle cache. Marianne, dit-il doucement, si vous avez trouvé quelque chose qui vous concerne personnellement, promettez-moi d'être prudente. Pourquoi dites-vous ça? Parce que... Il hésite, puis semble prendre une décision. Parce que votre mère n'est pas morte dans un accident. Le monde vacille autour de Marianne. Le dossier lui glisse des mains et s'éparpille sur le sol. Comment pouvez-vous savoir ça? Gabriel ramasse les documents. Ses gestes lents et précis. Parce que j'étais là, Marianne. J'étais là le soir de l'incendie. Le bureau de Théodore baigne dans la lumière dorée du couchant. Marianne fait face à l'homme qui, quelques jours plus tôt encore, n'était qu'un nom sur une offre d'emploi. Maintenant, il tient entre ses mains les clés d'un passé qu'elle croyait enterré avec sa mère. « Vous étiez là », répète-t-elle, la voix étranglée. « Vous étiez là le soir où ma mère est morte. » Théodore ferme les yeux, comme s'il revivait une scène qu'il a passé 23 ans à essayer d'oublier. « J'étais jeune alors, 35 ans, responsable du développement chez Villeneuve. » Il se lève, se dirige vers la fenêtre. « Nous venions de racheter Maison Myrto, une petite parfumerie artisanale, mais avec un potentiel énorme, votre mère. Hélène était leur nez principal, une créatrice exceptionnelle. » Marianne sent sa gorge se serrer. Enfin, quelqu'un qui a connu sa mère autrement que par les photos jaunies et les souvenirs flous de tante Clara. Elle était comment? Un sourire fugace passe sur le visage de Théodore. Passionnée, intransigeante, elle refusait tout compromis sur la qualité. Son sourire s'évanouit. C'est ça qui l'a tuée. Comment ça? Théodore retourne s'asseoir, soudain voûté comme sous le poids de la culpabilité. Après le rachat, Solène a commencé à faire pression pour optimiser la production, réduire les coûts, utiliser des essences synthétiques moins chères, accélérer les processus de distillation. Hélène s'y opposait farouchement. Et vous? Moi? Théodore rit amèrement. Moi j'étais un lâche. Je savais qu'Hélène avait raison. Mais Solène était déjà associée majoritaire. J'avais besoin de ce poste. Ma femme venait de mourir d'un cancer. J'avais des dettes médicales. Marianne commence à comprendre. L'homme qu'elle a en face d'elle n'est pas un salaud. Juste quelqu'un qui a fait le mauvais choix au mauvais moment. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hélène avait découvert que Bastien falsifiait les certificats d'origine.
Il mélangeait des essences industrielles avec les vraies, puis vendait le tout au prix de l'artisanal. Théodore ouvre le tiroir où il garde le flacon. Elle avait constitué un dossier, photos, analyses, témoignages de fournisseurs, de quoi faire fermer la boîte. Et elle m'a appelé ce soir-là, elle voulait me rencontrer avant d'aller voir la police. Elle disait qu'elle me laissait une chance de me racheter. Sa voix se brise. Je lui ai dit d'attendre, que j'avais besoin de réfléchir. Marianne sent la colère monter en elle. Vous lui avez dit d'attendre. J'avais peur, Marianne. Peur de Solène. Peur de perdre mon travail. Peur de me retrouver à la rue. Il frappe du poing sur son bureau. Et pendant que j'hésitais comme un imbécile, quelqu'un a mis le feu au laboratoire. Quelqu'un. L'enquête a conclu à un accident, court-circuit électrique. Mais Hélène était la seule personne dans le bâtiment à 11h du soir. Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? Marianne ferme les yeux. Elle imagine sa mère, seule dans le laboratoire, peut-être en train de rassembler une dernière preuve, une dernière pièce à conviction. Et puis les flammes, la fumée, la panique, le dossier, disparu dans l'incendie, comme par hasard. Théodore sort le flacon de parfum, le pose délicatement sur le bureau entre eux. Elle m'a laissé ça avant de mourir, avec ce mot, pour T. Si je ne reviens pas, comme si elle savait qu'elle allait. Il ne termine pas sa phrase. Marianne fixe le petit flacon, ce dernier lien tangible avec sa mère. Pourquoi vous me racontez tout ça maintenant? Parce que quand vous avez reconnu ce parfum, l'autre jour, Théodore la regarde intensément. Vous avez les mêmes yeux qu'elle, la même détermination. Et j'ai eu peur que vous finissiez comme elle. Peur de quoi? De Solène. Il prononce ce nom comme on crache un poison. Elle a bâti son empire sur la mort de votre mère, Marianne, et elle ne laissera personne remettre ça en question. Un silence lourd s'installe. Dehors, Paris s'illumine, indifférent aux secrets qui se dévoilent dans ce bureau cossu. « Il faut que j'aille à Grasse », dit soudain Marianne. « Quoi ? Ma mère avait ses habitudes là-bas, ses fournisseurs, ses contacts. Il doit bien rester quelqu'un qui se souvient d'elle. » Théodore secoue la tête. « C'est trop dangereux. Si Solène apprend que vous posez des questions, elle ne l'apprendra pas. Marianne, je vous en prie. » Mais elle a déjà pris sa décision. Elle se lève, glisse le dossier Myrto dans son sac. « Vous me devez ça, monsieur Villeneuve. Vous me devez au moins la vérité sur ma mère. » Théodore la regarde partir, impuissant, quand la porte se referme. Il sort son téléphone et compose un numéro. « Gabriel, c'est Théodore, il faut qu'on parle. Le TGV pour Marseille part de la gare de Lyon à 6h du matin. Marianne a prétexté une urgence familiale pour s'absenter. Officiellement, elle va voir tante Clara qui a eu un malaise. En réalité, Clara va très bien et lui souhaite bonne chance depuis son lit d'hôpital. « Fais attention à toi, ma chérie », lui a-t-elle dit la veille au soir. « Ta maman était têtue comme une mule. J'ai l'impression que tu as hérité de ça. » Dans le train, Marianne étudie ses notes grâce aux archives de Maison Myrto. Elle a retrouvé le nom de l'ancien fournisseur principal d'Hélène, Maurice Fabre, distillateur traditionnel installé route de Cannes. Si l'homme est encore vivant, il doit avoir 70 ans maintenant. Son téléphone vibre. Un SMS de Gabriel. « Solène pose des questions sur votre absence. Soyez prudente. » Elle éteint l'appareil. Moins elle laisse de traces, mieux c'est. Grasse l'accueille avec ses parfums mélangés. Lavande, rose, jasmin qui se disputent dans l'air tiède de novembre. La ville semble figée dans le temps, avec ses ruelles pavées et ses vieilles maisons aux volets colorés. L'atelier de Maurice Fabre se trouve dans une zone industrielle en périphérie, un bâtiment de pierre ocre, entouré de champs de lavande endormis. Une pancarte délavée annonce « Distillerie traditionnelle depuis 1952 ». Maurice Fabre est un homme sec et ridé comme une noix, aux mains tachées par des décennies de manipulation d'essence. Quand Marianne se présente comme la fille d'Hélène Moreau, son visage s'illumine. Hélène, bien sûr que je me souviens d'elle. Il l'invite dans son bureau, une pièce minuscule qui sent l'huile essentielle et le vieux papier. Une perfectionniste, votre maman. Elle passait des heures ici à sentir. Comparer, ajuster ses mélanges. Vous vous souvenez de ses dernières visites, avant l'incendie? Le visage de Maurice s'assombrit. Elle était inquiète. Elle me disait que quelqu'un falsifiait ses créations, qu'on lui volait ses formules pour les dénaturer. Ah, elle vous a dit qui? Non, mais elle était remontée contre ses nouveaux patrons. Elle parlait de preuves qu'elle était en train de rassembler. Il se penche vers Marianne.
Vous savez qu'elle avait un signe de reconnaissance. Comment ça? Dans toutes ses créations, Hélène cachait une note secrète, une essence de résine de copal qu'elle importait directement du Mexique. Impossible à confondre, impossible à imiter, c'était sa signature. Marianne note soigneusement cette information. Cette résine, où peut-on en trouver? Nulle part en Europe, à ma connaissance. Hélène était la seule à en utiliser. Maurice fouille dans ses tiroirs, sort une vieille carte de visite jaunie. Tenez, elle m'avait donné ça, un contact à Avignon, quelqu'un qui l'aidait à importer ses matières premières rares. La carte indique Ariane Rousseau, import-export, produits naturels d'Amérique latine. Au dos, une adresse, Café des Arts, place du Palais, Avignon. Elle y allait souvent. Régulièrement, surtout vers la fin, elle me disait qu'Ariane était la seule personne en qui elle avait vraiment confiance. En repartant, Marianne sent l'excitation grandir en elle. Pour la première fois depuis des jours, elle a l'impression d'avancer. Cette Ariane Rousseau détient peut-être la clé du mystère. Elle ne remarque pas la voiture grise qui la suit discrètement depuis la gare. De retour à Paris le soir, Marianne trouve un message de Bastien sur son répondeur. « Marianne, j'espère que tout va bien pour votre famille. Petite réunion demain matin pour faire le point sur les dossiers urgents. Reposez-vous bien. » Sa voix dégouline de fausses sollicitudes. Marianne efface le message et allume son ordinateur. Elle veut en savoir plus sur cette Ariane Rousseau avant d'aller à Avignon. Internet ne lui apprend pas grand-chose. Une entreprise d'import-export créée en 1995, spécialisée dans les produits naturels d'Amérique du Sud, chiffre d'affaires modeste, pas de site web, pas de présence sur les réseaux sociaux, comme si Ariane Rousseau faisait tout pour rester invisible. Son téléphone sonne. Gabriel. Marianne. Où étiez-vous aujourd'hui? Chez ma tante. Pourquoi? Parce que Solène a demandé à Bastien de vérifier votre emploi du temps et que Bastien a appelé l'hôpital. Votre tante va très bien. Le sang de Marianne se glace. Oh, et merde. Exactement. La voix de Gabriel est tendue. Ils savent que vous mentez. Et ils se demandent pourquoi. Qu'est-ce que je dois faire? Pour l'instant, rien. Comportez-vous normalement demain. Mais Marianne, arrêtez de jouer les détectives. Ces gens sont dangereux. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Gabriel. Pas quand je suis si proche de la vérité. Un long silence. La vérité sur quoi? Sur la mort de ma mère. Sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Et si cette vérité vous tuait aussi? La question reste suspendue dans l'air. Marianne raccroche sans répondre. Elle sait qu'elle devrait écouter Gabriel. Elle sait qu'elle marche sur un fil au-dessus d'un précipice. Mais elle sait aussi qu'elle ne pourra jamais vivre en paix tant qu'elle n'aura pas découvert qui a tué sa mère. Et pourquoi? Le TGV pour Avignon quitte la gare de Lyon dans la brume matinale. Marianne a de nouveau menti, prétextant cette fois un rendez-vous médical urgent. Elle sait que Bastien vérifiera, mais elle a pris ses précautions. Un ami médecin lui a promis de couvrir son histoire si nécessaire. De toute façon, elle n'a plus le choix. Après la réunion tendue de la veille où Solène l'a fixée comme une proie, elle sait que son temps est compté. Alors, Mademoiselle Chevalier, avait dit Solène de sa voix de velours empoisonnée, j'espère que votre tante se remet de son malaise, le sourire glacial, le regard perçant. Solène sait, elle ne sait peut-être pas quoi exactement, mais elle sait que Marianne lui cache quelque chose. Le paysage défile derrière la vitre, champs endormis, village de pierres dorées, premiers oliviers qui annoncent le midi. Marianne ferme les yeux et pense à sa mère. Hélène avait-elle pris ce même train pour aller voir Ariane Rousseau? Avait-elle ressenti cette même appréhension mêlée d'espoir? Avignon l'accueille avec ses remparts ocre et son Mistral qui fait claquer les drapeaux sur le palais des papes. La place du palais grouille de touristes malgré la saison, mais Marianne n'a d'yeux que pour le café dont la façade peinte en bleu délavé tranche sur les pierres anciennes. Café des Arts. L'intérieur sent le café corsé et la cigarette froide. Quelques habitués accoudés au zinc commentent les résultats de foot. Un vieux monsieur lit la Provence en buvant son petit blanc. Derrière le comptoir, un homme d'une 50aine d'années, bedonnant et moustachu, essuie des verres avec un torchon douteux. Vous cherchez quelque chose, ma petite dame. Ariane Rousseau, on m'a dit qu'elle venait ici. L'homme lève les yeux vers l'étage. Ariane, elle est là-haut, première porte à droite. Mais je vous préviens, elle n'aime pas beaucoup les visites. Marianne monte l'escalier grinçant. Le couloir du premier étage est sombre.
éclairée par une unique ampoule nue. Elle frappe à la première porte à droite. C'est ouvert. La voix est grave, légèrement rauque. Marianne pousse la porte et entre dans une pièce baignée de lumière dorée. Au mur, des instruments de musique, guitare, mandoline, un petit piano droit. Près de la fenêtre, une femme d'une 40aine d'années est assise sur un tabouret, une guitare classique sur les genoux. Ariane Rousseau ne ressemble à rien de ce que Marianne avait imaginé. Cheveux châtain clair tirés en queue de cheval, visage aux traits fins mais marqué par la fatigue, yeux noisettes qui semblent porter un poids invisible. Elle porte un pull en laine écrue et un jean délavé. Mais ce qui frappe Marianne, ce sont ses mains. Élégantes, expressives et marquées de cicatrices à peine visibles. « Vous cherchez quelque chose ?» demande Ariane sans lever les yeux de sa guitare. Ariane Rousseau ? Ça dépend qui la demande. Marianne s'avance d'un pas. « Je suis Marianne Chevalier, la fille d'Hélène Moreau. » Les doigts d'Ariane se figent sur les cordes. La mélodie qu'elle jouait s'interrompt brutalement, lentement, très lentement. Elle lève les yeux vers Marianne. Et là, c'est le choc. Ses yeux. Marianne les reconnaît, pas leur couleur, pas leur forme, mais leur expression. Cette douceur mêlée de douleur qu'elle a vue 1000 fois dans le miroir de sa chambre d'enfant, quand elle essayait de se rappeler le visage de sa mère. « Mon Dieu !» souffle Ariane. « Tu lui ressembles tellement. » Sa voix se brise. La guitare glisse de ses genoux et tombe au sol avec un accord discordant. Ariane se lève, titube légèrement, et Marianne voit ses yeux se remplir de larmes. « Tu es vivante », murmure Marianne, plus pour elle-même que pour l'autre femme. Car elle sait, maintenant, elle sait avec cette certitude qui ne trompe pas, cette reconnaissance instinctive qui dépasse la logique, la femme qu'elle a devant elle, cette inconnue aux cheveux châtains et aux mains cicatrisées, c'est sa mère, Hélène. Marianne fait un pas vers elle, la voix étranglée par l'émotion. Ariane, Hélène, ferme les yeux, comme si elle luttait contre elle-même. Quand elle les rouvre, c'est pour hocher lentement la tête. Oui, ma chérie, c'est moi. Le monde bascule. Marianne sent ses jambes se dérober sous elle. 23 ans. 23 ans qu'elle pleure une mère morte, qu'elle se construit autour d'un vide, qu'elle cherche des traces de parfum dans ses souvenirs d'enfant. Et cette mère était là, vivante, à 2 heures de train de Paris. Pourquoi ? C'est le seul mot qu'elle arrive à prononcer. Hélène s'approche, hésite, puis prend doucement les mains de sa fille, parce que sinon, il t'aurait tué aussi. Marianne sent l'odeur, cette fragrance qu'elle a cherchée partout, ce mélange unique de fleurs d'oranger et de résine qui définissait son enfance, mais mélangé maintenant à autre chose, lavande, thym sauvage, comme si Hélène avait absorbé la Provence au fil des années. « Assieds-toi, ma chérie, il faut que je t'explique. » Elle s'installe sur le petit canapé face à la fenêtre. Dehors, les touristes continuent leur balai insouciant autour du palais des papes. Ici, dans cette chambre aux murs bleus, le temps semble suspendu. Cette nuit-là, commence Hélène d'une voix lente. J'étais venue au laboratoire pour récupérer le dernier élément de mon dossier. Des échantillons d'essence falsifiés que j'avais cachés dans mon bureau. Je savais que c'était dangereux, mais j'avais besoin de preuves irréfutables. Théodore m'a dit que vous l'aviez appelé. Pauvre Théodore. Un sourire triste passe sur le visage d'Hélène. Il avait tellement peur de Solène qu'il en tremblait au téléphone. Je lui ai dit que j'irais seule à la police, que je ne pouvais plus attendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais dans mon bureau quand j'ai entendu des voix dans le couloir, Bastien et 2 hommes que je ne connaissais pas. Ils cherchèrent quelque chose. Non, ils cherchaient à quelqu'un. Moi. Hélène se lève, va vers la fenêtre, ses mains tremblent légèrement. J'ai eu juste le temps de sortir par la fenêtre du laboratoire. Elle donnait sur l'arrière-cour. Personne ne pouvait me voir. Quelques minutes plus tard, l'explosion. Ils ont vraiment mis le feu. Bastien avait apporté des jerrycans d'essence. Je les ai vus depuis la rue. Ils voulaient détruire mon bureau, mes archives, tout ce qui pouvait les compromettre. La voix d'Hélène durcit. Ils croyaient que j'étais à l'intérieur. Marianne encaisse le choc. Ils ont voulu assassiner sa mère. Et pendant 23 ans, ils ont cru avoir réussi. Pourquoi ne pas être allés à la police ? Avec quoi ? Mes preuves venaient de partir en fumée. Et puis, Hélène se retourne vers sa fille. Bastien m'avait vu sortir. Il m'a rattrapé 3 rues plus loin. Le sang de Marianne se glace. Il vous a fait du mal.
Hélène retrousse machinalement ses manches, révélant des cicatrices plus profondes sur ses avant-bras. Il m'a expliqué les règles du jeu. Si je restais officiellement morte, il ne toucherait pas à toi. Si je réapparaissais, si j'essayais de témoigner, tu aurais un accident. Tu n'avais que 7 ans, Marianne. Les larmes coulent maintenant librement sur les joues de Marianne. Alors vous avez disparu. Ah, j'ai disparu. Ariane Rousseau est née cette nuit-là. Hélène s'assoit à côté de sa fille. J'ai changé d'apparence, de nom, de vie. Je me suis installée ici, loin de tout. J'ai appris la guitare pour occuper mes mains qui ne pouvaient plus créer de parfum, et j'ai regardé ma petite fille grandir de loin. De loin. Tu crois que je t'ai vraiment abandonnée ? Hélène sourit à travers ses larmes. Clara et moi, on s'appelait tous les mois. Elle me racontait tes premiers pas, tes premiers mots, tes bulletins scolaires. J'ai assisté à distance à toute ta vie, ma chérie. Tante Clara savait. Bien sûr qu'elle savait. Tu crois qu'elle aurait pu t'élever sans ressources ? C'est moi qui payais ton éducation, tes vêtements, vos loyers. Avec l'argent de la vente de mes formules au marché noir, Marianne réalise soudain l'ampleur du sacrifice. Sa mère s'est condamnée à l'exil, à l'anonymat, à regarder grandir sa fille par procuration, pour la protéger. Et maintenant que je sais, maintenant, tu repars à Paris, tu oublies que tu m'as trouvé, tu vis ta vie. Non, Marianne se lève d'un bond. Non, c'est fini. Je ne vais pas vous laisser croupir ici pendant que ces salauds se pavanent. Marianne, il doit bien y avoir un moyen, d'autres preuves, d'autres témoins. Hélène la regarde longuement, et Marianne y lit une lueur qu'elle n'avait pas vue avant. De l'espoir, peut-être, ou de la résolution. Il y a bien quelque chose, dit-elle finalement. Quoi ? Avant de partir du laboratoire. J'ai réussi à cacher un échantillon de mon parfum, avec l'accord secret de résine de copal, si on pouvait prouver que mes créations continuent d'être utilisées, commercialisées sous d'autres noms. Où avez-vous caché cet échantillon ? Hélène sourit. Et pour la première fois depuis son arrivée, Marianne retrouve dans ce sourire la mère de ses souvenirs d'enfant, dans le seul endroit où Solène ne pensera jamais à chercher, dans le bureau de Théodore. Elle se dirige vers un petit secrétaire, sort une clé de tiroir. Cette clé ouvre un compartiment secret dans le flacon que j'ai laissé à Théodore, un double fond. À l'intérieur, il y a un coffre notarial à Marseille, avec tout ce qu'il faut pour confondre Solène et Bastien. Marianne prend la clé, ce petit morceau de métal qui peut tout changer. Vous venez avec moi. Hélène hésite, regarde autour d'elle cette chambre qui a été sa prison dorée pendant plus de 20 ans. Ma chérie, si je sors de l'ombre, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tant mieux. Marianne glisse la clé dans sa poche. Il est temps que les morts reviennent hanter les vivants. Dehors, le Mistral s'est levé. Il siffle entre les pierres du palais des papes comme une promesse de tempête. Le voyage de retour vers Paris se déroule dans un silence tendu. Hélène a accepté de l'accompagner, mais elle reste prostrée contre la vitre du TGV, regardant défiler le paysage comme si elle le voyait pour la dernière fois. Marianne comprend. Pour sa mère, quitter Avignon, c'est abandonner 23 années de sécurité relative pour plonger dans l'inconnu. « Tu es sûre que Théodore va accepter de nous aider ?» demande Hélène à voix basse. Il n'aura pas le choix. Marianne serre la petite clé dans sa paume. Il porte cette culpabilité depuis trop longtemps. C'est l'occasion pour lui de se racheter. Hélène sourit tristement. Tu ne le connais pas comme moi. Théodore est un homme bien, mais il a une peur panique de Solène. Elle le tient par. Par quoi ? Par le chantage, son fils supposé, celui qu'elle prétend avoir eu avec lui il y a 15 ans. Marianne fronce les sourcils. Supposé ? Solène n'a jamais eu d'enfant, Marianne. C'est physiologiquement impossible. Hélène baisse la voix. Mais elle a fait croire à Théodore qu'il était père, avec de faux tests ADN, de fausses photos, pour le contrôler. Une pièce de plus dans ce puzzle monstrueux. Marianne commence à mesurer l'étendue de la manipulation de Solène. Son téléphone vibre. Gabriel, où êtes-vous ? Solène vous cherche partout. Elle veut vous voir dans son bureau dès votre retour. Marianne montre le message à sa mère. Il faut qu'on récupère ce coffre avant qu'elle comprenne ce qui se passe, murmure Hélène. Gabriel peut nous aider. Tu lui fais confiance. Marianne pense aux regards échangés, aux avertissements discrets, à cette tendresse qu'elle lit dans ses yeux verts. Oui, je lui fais confiance.
Gabriel les attend gare de Lyon, adossé à un pilier, l'air inquiet. En voyant Hélène, il se fige. « Mon Dieu !»« Gabriel Moncler ?» dit Marianne. « Je te présente ma mère, Hélène Moreau. » Gabriel s'approche lentement, comme s'il voyait un fantôme. « Mais vous êtes censée être morte. C'était le plan, » répond Hélène avec amertume. « Votre patronne s'y entend pour enterrer les gens. » Gabriel regarde alternativement les deux femmes. « Vous savez dans quoi vous vous embarquez ? Solène a passé l'après-midi au téléphone avec des gens qu'il vaut mieux éviter. Elle sait que quelque chose se trame. Raison de plus pour agir vite, » dit Marianne. « Il nous faut le flacon de Théodore. » Ce soir ? Impossible. Les bureaux sont surveillés 24h24. Et Théodore ne quitte jamais son bureau avec ce flacon. Alors on va le voir chez lui. Gabriel secoue la tête. Théodore habite un penthouse sécurisé dans le 16e, vigile, caméra. Système d'alarme. C'est une forteresse. Hélène s'avance. Il y a un autre moyen. Elle sort de son sac un vieux téléphone portable. Théodore m'avait donné ce numéro. Un portable qu'il garde toujours sur lui, pour les urgences. Je pense qu'on peut considérer que c'est le cas. Théodore décroche à la 3e sonnerie. Sa voix était méfiante, prudente. « Allô ? Théodore ? C'est Hélène. » Un silence de mort, puis un bruit sourd, comme si le téléphone était tombé. « Hélène, mais tu es morte. Non, comme tu peux l'entendre. Il faut qu'on se voie, maintenant. Je ne peux pas. Solène me fait surveiller si elle apprend que... » Théodore, la voix d'Hélène se durcit. « Tu m'as laissé tomber une fois. Tu ne vas pas recommencer. » Un nouveau silence, quand Théodore reprend la parole. Sa voix tremble. « Où ? Tu connais le café en face de l'église Saint-Germain-des-Prés. Dans 1 heure. Le café des deux magots bruisse de conversations feutrées. Théodore est déjà là quand ils arrivent, assis dans un coin sombre, les mains tremblantes autour d'une tasse de café froid. En voyant Hélène, il devient livide. « Mon Dieu, Hélène, tu es vraiment... vivante ? Oui, pas grâce à toi. » Elle s'assoit en face de lui. Marianne et Gabriel prennent place de chaque côté, formant une barrière protectrice. Comment c'est possible ? J'ai vu les photos de l'incendie. J'ai lu le rapport des pompiers. Tu as lu ce que Solène voulait que tu lises ? Hélène se penche vers lui. Ils ont mis le feu pour me tuer, Théodore, et ils ont failli réussir. Théodore ferme les yeux. J'aurais dû t'aider cette nuit-là. Tu peux encore le faire. Hélène explique rapidement le plan. Récupérer la clé cachée dans le flacon, ouvrir le coffre, exposer publiquement les preuves. C'est de la folie, murmure Théodore. Si Solène découvre que vous êtes vivante, elle nous tuera. Hélène rit amèrement. Elle a déjà essayé une fois. Et maintenant, j'ai ma fille à protéger. Tu crois que je vais la laisser vivre dans la peur comme moi ? Gabriel prend la parole. Monsieur Villeneuve, cette histoire nous dépasse tous. Mais on a une chance de l'arrêter. Comment ? Les preuves que tu avais, Hélène, elles ont brûlé. Pas toutes. Hélène sort une photo de son sac. J'avais fait des copies, cachées dans un coffre à Marseille. Il y a tout. Les analyses falsifiées, les témoignages de fournisseurs, les virements suspects. Théodore étudie la photo, des documents éparpillés sur une table, des échantillons en flacons, des rapports d'expertise. Et la clé de ce coffre est dans le flacon que je garde dans mon bureau. Non, exactement. Dans le double fond. Théodore reste silencieux un long moment. Autour d'eux, la vie parisienne continue son cours normal. Couple d'amoureux, étudiants penchés sur leurs livres, touristes qui mitraillent les façades haussmanniennes. « Si je fais ça, dit-il finalement, ma carrière est finie, ma réputation, mes relations, tout. Ta carrière est bâtie sur un mensonge, répond durement Hélène. Sur ma mort, sur le silence. Et si on échoue, si Solène nous devance ?» Gabriel se penche vers lui. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous avez vécu 23 ans avec ce poids sur la conscience. Ça ne vous suffit pas. » Théodore regarde Marianne, qui n'a pas dit un mot depuis le début de la conversation. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Toi, je pense, dit Marianne d'une voix claire, que ma mère a payé assez cher pour vos erreurs, que j'ai grandi sans elle à cause de votre lâcheté, et que maintenant, vous avez une chance de réparer. » La brutalité de ces mots fait tressaillir Théodore. « Tu as raison. » Il sort de sa poche un trousseau de clés. « Voilà les clés de mon bureau. Le flacon est dans le tiroir du bas, à gauche. »
Gabriel prend les clés. J'irai cette nuit, vers 3 heures du matin, quand les équipes de surveillance changent. Non, dit Hélène. C'est trop risqué, si on te prend. Si on me prend, je dirais que j'enquêtais sur des irrégularités dans les comptes. Ça fait partie de mon travail. Théodore se lève, soudain pressé de partir. Je rentre chez moi. Demain, je ferai comme si de rien n'était. Mais après ça, il regarde Hélène. Après ça, je ne pourrai plus vous protéger. On ne te demande pas de nous protéger, répond Marianne. On te demande juste de ne plus nous trahir. Théodore s'éloigne dans la nuit parisienne, voûté comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Vous pensez qu'il va tenir ? Demande Gabriel. Il va tenir, dit Hélène. Parce qu'au fond, c'est un homme bien. Il a juste eu peur trop longtemps. Pendant ce temps, dans son bureau de Villeneuve Holdings, Solène Delaunay raccroche violemment le téléphone. Face à elle, Bastien Arnault s'agite nerveusement. « Alors, notre petit oiseau a quitté son nid ?» dit Solène d'une voix glaciale. Marianne Chevalier n'était pas chez sa tante aujourd'hui ni hier. En fait, elle a pris le train pour Avignon. Avignon. Qu'est-ce qu'elle fout à Avignon ? Solène se lève, va vers la fenêtre. En bas, Paris scintille dans la nuit. Elle cherche quelque chose ou quelqu'un. Elle se retourne vers Bastien. Tu as vérifié que le laboratoire avait bien tout brûlé. Bien sûr, il ne reste rien de Maison Myrteau. Et Hélène Moreau, morte et enterrée, tu as assisté aux funérailles. Solène sourit, mais c'est un sourire de prédateur. Alors pourquoi sa fille va-t-elle fouiner à Avignon ? Pourquoi s'intéresse-t-elle au dossier de microfinancement ? Pourquoi pose-t-elle des questions sur notre comptabilité ? Bastien pâlit. Tu crois qu'elle sait quelque chose ? Je crois qu'elle en sait déjà trop. Solène décroche son téléphone. Allô, Marcus, c'est Solène. J'ai un petit problème à régler. Discret, mais définitif. Elle donne l'adresse de Marianne, sa description, ses habitudes. Et pour sa tante aussi. On ne sait jamais. En raccrochant, elle voit que Bastien la regarde avec inquiétude. Quoi ? Solène, éliminer la fille d'Hélène. Tu ne crois pas que ça va faire des remous ? Aucun remous. Solène retourne s'asseoir à son bureau. Accident de voiture. Ça arrive tous les jours. Dehors, la nuit parisienne cache ses secrets dans l'ombre des immeubles haussmanniens. Dans quelques heures, Gabriel va entrer par effraction dans le bureau de son patron. Dans quelques heures, le destin de tous va basculer. Mais pour l'instant, Marianne et Hélène marchent côte à côte sur les quais de Seine, mère et fille enfin réunies. Sans savoir que la mort les talonne déjà, 3 heures du matin, Gabriel Moncler glisse sa carte d'accès dans le lecteur de Villeneuve Holdings. Le hall de marbre baigne dans une lumière bleutée, presque fantomatique. Ses pas résonnent étrangement dans le silence, chaque bruit amplifié par l'acoustique du grand espace vide. Il connaît les habitudes des vigiles. À cette heure-ci, Pierre fait sa ronde du parking souterrain pendant que Ahmed surveille les écrans depuis le poste de sécurité. Gabriel a 15 minutes avant que Pierre remonte. L'ascenseur l'emmène au 15e étage dans un chuintement feutré, le couloir de la direction exécutive sent l'encaustique, et ce parfum de luxe discret qui imprègne tous les lieux de pouvoir. Gabriel sort le trousseau de Théodore, ses mains tremblent légèrement, il n'est pas un cambrioleur. Chef de sécurité depuis 8 ans, il a toujours été du bon côté de la loi. Mais ce qu'il a appris ces derniers jours sur Solène et Bastien a bouleversé sa vision du monde. Et puis, il y a Marianne, cette femme qui a fait irruption dans sa vie comme une tornade, avec ses yeux déterminés et sa quête de vérité. La porte du bureau de Théodore s'ouvre sans résistance. Gabriel referme derrière lui, allume la petite lampe de bureau, le tiroir du bas à gauche. Il l'ouvre doucement. Le flacon d'Hélène est là, exactement où Théodore l'avait dit. Gabriel le soulève délicatement. Le verre ambré accroche la lumière, révélant le liquide doré à l'intérieur. Selon Hélène, il faut tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis appuyer sur la base. Un déclic, le fond du flacon bascule, révélant une cavité minuscule. À l'intérieur, enroulé comme un parchemin miniature, une clé de coffre-fort et un bout de papier avec un numéro. Crédit Lyonnais Marseille, coffre 46529. Brillant, Hélène, murmure Gabriel. Personne n'aurait pensé à regarder là. Il referme soigneusement le mécanisme, remet le flacon en place. Mission accomplie. Dans quelques heures, Marianne et sa mère prendront le train pour Marseille. Dans quelques heures, la vérité éclatera enfin. Il sort du bureau,
referme la porte. C'est en attendant l'ascenseur qu'il entend les voix. 2 hommes, dans le hall, qui parlent à voix basse. Gabriel se fige. Il n'y a que 2 vigiles cette nuit, et ils ne devraient pas être ensemble à cette heure. Il se glisse vers l'escalier de secours, descend silencieusement quelques marches pour tendre l'oreille. La fille de la parfumeuse. Accident de voiture ce matin. Et la vieille aussi. Solène veut que ça ressemble à un vrai accident. Le sang de Gabriel se glace. Il parle de Marianne et de sa tante. Il sort son téléphone, compose rapidement le numéro de Marianne. « Allô ?» Sa voix ensommeillée lui serre le cœur. « Marianne, c'est Gabriel. Écoute-moi bien. Ils vont essayer de te tuer. Ce matin. Toi et ta tante. » Un silence. Puis la voix de Marianne, soudain parfaitement réveillée. « Quoi ? J'ai entendu 2 types en bas. Ils parlant d'un accident de voiture. Il faut que tu partes. Maintenant. Mais, ma tante. Surtout ta tante. Ils la visent aussi. » Gabriel entend du mouvement à l'autre bout du fil. « J'ai récupéré la clé. Retrouve-moi dans 1 heure, parking souterrain de la gare d'Austerlitz, niveau 2, et Marianne. Oui, ne rentre surtout pas chez toi. » Marianne raccroche, le cœur battant, à côté d'elle, dans le petit hôtel du Marais où elles ont passé la nuit. Hélène se redresse. Qu'est-ce qui se passe? Ils savent qu'on existe. Ils vont essayer de nous tuer. Hélène devient livide. Mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Solène ne laisse jamais rien au hasard. Elle s'habille rapidement. Marianne compose le numéro de l'hôpital. Service chirurgie. Ici Marianne Chevalier. Ma tante, Clara Dubois. Chambre 304. Comment ça? Sortie. Elle devait rester jusqu'à jeudi. La voix de l'infirmière est confuse. Une ambulance privée est venue la chercher vers minuit. Avec une ordonnance de transfert signée du docteur Renan. Le docteur Renan ne travaille pas la nuit. Marianne raccroche, paniquée. Ils l'ont déjà prise. Hélène lui saisit le bras. Calme-toi. S'ils voulaient la tuer, ils l'auraient fait à l'hôpital. Ils l'ont enlevée pour faire pression sur nous. Comment tu peux en être sûre? Parce que je connais Solène. Elle aime jouer avec ses proies avant de les achever. Le téléphone de Marianne sonne, numéro inconnu. Mademoiselle Chevalier, une voix d'homme, courtoise mais menaçante. Nous avons votre tante. Elle va bien, pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous arrêtiez de fouiner dans des affaires qui ne vous regardent pas et que vous nous rameniez ce que vous avez trouvé à Avignon. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Sinon, votre chère tante Clara risque d'avoir un petit accident. Les personnes âgées, c'est fragile. La communication se coupe. Marianne fixe son téléphone, les mains tremblantes. Ils ont Clara? Ah, je sais. Hélène enfile sa veste. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi, il y a 23 ans. Ils prennent ce qu'on a de plus cher pour nous contrôler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère les preuves et on les expose avant qu'ils puissent faire du mal à Clara. Le parking d'Austerlitz sent l'huile de moteur et l'urine. Gabriel les attend près d'une colonne. L'air inquiet. En les voyant, il court vers elle. « Ça va, ils ne vous ont pas trouvé. »« Ils ont ma tante, » dit Marianne d'une voix blanche. Gabriel jure entre ses dents. « Putain, je suis désolée. Je pensais qu'on avait plus de temps. Tu as la clé ?» demande Hélène. Gabriel sort la petite clé dorée. Train pour Marseille dans 40 minutes, mais ils vont surveiller les gares. Pas toutes. Hélène réfléchit rapidement. La gare de Marne-la-Vallée, le TGV direct pour Marseille, ils ne penseront pas à regarder là-bas. Gabriel secoue la tête. Je ne peux pas vous laisser partir seule. C'est trop dangereux. Gabriel. Non, Marianne. Je viens avec vous. Il sort son téléphone, compose un numéro. Allô, commissaire Durand. C'est Gabriel Moncler. Oui, je sais qu'il est tôt. J'ai des informations sur une affaire de corruption. Oui, très grave. Il raccroche. Philippe Durand, commissaire à la brigade financière, un ami de promotion à l'école de police. Si on arrive à récupérer les preuves, il pourra lancer une enquête officielle. Et pour ma tante, Philippe enverra une équipe la chercher dès qu'on aura les documents. Le TGV file vers le sud dans la lumière dorée du matin. Marianne regarde défiler le paysage. L'esprit en ébullition. Dans quelques heures, elle va peut-être tenir entre ses mains les preuves qui confondront les assassins de sa mère. Dans quelques heures. 23 ans de mensonges vont s'effondrer. Gabriel lui prend la main. Ça va. J'ai peur. Pour Clara. Pour nous. Et si on échoue, on n'échouera pas. Hélène, assise en face d'eux, les observe avec un sourire mélancolique.
Vous formez un beau couple. Vous savez, Marianne rougit. Maman, quoi? J'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai manqué 23 ans de ta vie. Laisse-moi au moins profiter de ce que je vois maintenant. Gabriel serre plus fort la main de Marianne. Madame, Hélène, quand tout ça sera fini, l'interrompt Hélène. Vous aurez tout le temps de faire votre cours à ma fille. En attendant, concentrons-nous sur la mission. Le train ralentit, Marseille-Saint-Charles apparaît dans la lumière méditerranéenne. Avec ses palmiers et ses façades ocre, Gabriel consulte sa montre. 11 heures. La banque ouvre dans 1 heure. Et Solène. Solène ne sait pas encore qu'on a la clé. Elle doit penser qu'on cherche encore. Ça nous donne un avantage. Mais en descendant du train, Gabriel remarque 2 hommes en costume sombre qui les observent depuis le quai d'en face. Il resserre sa prise sur le sac qui contient la clé. On a de la compagnie. Hélène suit son regard. Les chiens de garde de Solène, ils nous ont retrouvés. Comment? Peu importe. Gabriel pousse les 2 femmes vers la sortie. Il faut qu'on arrive à cette banque, coûte que coûte. Dehors, Marseille grouille de vie sous le soleil de midi. Touristes, vendeurs ambulants, circulation dense, un terrain parfait pour semer des poursuivants ou pour se faire coincer. Gabriel aile un taxi. Crédit Lyonnais, boulevard Baye. Et vite. Le chauffeur démarre en trombe. Dans le rétroviseur, Gabriel voit la Mercedes noire qui les suit à distance respectueuse. Ils ne nous lâcheront pas, murmure Hélène. Ils ne nous auront pas non plus, répond Marianne avec une détermination qui surprend Gabriel. Pour la première fois depuis des heures, il sourit. Cette femme est vraiment la fille de sa mère. Têtue, courageuse et prête à tout pour la vérité. Le taxi s'arrête devant la banque. Gabriel paye, scrute la rue. La Mercedes et 3 voitures derrière, moteur tournant. Ils attendent qu'on sorte, dit-il. Ça nous laisse le temps. Dans le hall de marbre de la banque, une employée les conduit vers les coffres. Hélène signe les papiers d'une main tremblante. 23 ans qu'elle attend ce moment. Le coffre 4729 s'ouvre dans un déclic métallique, à l'intérieur, des dossiers, des photos, des échantillons soigneusement étiquetés, et une lettre, avec l'écriture d'Hélène. Si vous lisez ceci, c'est que je suis morte. Voici la vérité sur Villeneuve Holdings. Marianne prend la lettre, la lit rapidement, ses yeux se remplissent de larmes. Elle savait, murmure-t-elle. Elle savait qu'ils allaient la tuer. Gabriel rassemble les documents. On a ce qu'il faut. Maintenant, il faut sortir d'ici, vivant. Le TGV du retour vers Paris file dans la campagne provençale baignée de soleil. Dans leur compartiment, Gabriel étale méthodiquement les documents récupérés dans le coffre. Chaque pièce raconte une partie de l'histoire. Photos de laboratoires clandestins, analyses chimiques prouvant la falsification, virements suspects vers des comptes offshore, témoignages de fournisseurs menacés. « Regarde ça », dit-il en montrant une série de factures à Marianne. Solène achetait des essences industrielles en Chine à 3 € le litre et les revendait comme du artisanal français à 300 €. Hélène examine une photo qui la montre dans son ancien laboratoire, entourée de flacons et d'éprouvettes. J'avais tout documenté, les recettes originales, les procédés de falsification, même les conversations enregistrées avec Bastien. Elle lève les yeux vers sa fille. J'espérais ne jamais avoir à utiliser tout ça. Marianne tient entre ses mains la lettre que sa mère avait écrite 23 ans plus tôt. L'encre a un peu pâli, mais les mots restent honnêtes, accusateurs. Si quelque chose m'arrive, sachez que Solène Delaunay et Bastien Arnaud dirigent un réseau de falsification d'essence qui détruit l'artisanat français. Ils n'hésiteront pas à tuer pour protéger leurs profits. Ma fille Marianne ne doit jamais savoir. Elle doit vivre en paix. En paix, répète Marianne avec amertume. Comme si on pouvait vivre en paix avec tant de mensonges. Gabriel consulte sa montre. On arrive à Paris dans 2 heures. Il faut qu'on contacte Philippe Durand avant que Solène comprenne qu'on a les preuves. Et pour tante Clara, Philippe va organiser une descente simultanée. Pendant qu'ils arrêtent Solène et Bastien, ils libèrent ta tante. Hélène secoue la tête. Tu ne connais pas Solène comme moi. Elle a des contacts partout, dans la police, la magistrature, les médias. Si on lui laisse le temps de réagir, elle retournera la situation. Alors qu'est-ce que tu proposes? L'exposition publique, devant témoins, devant les caméras. Un événement où elle ne pourra pas contrôler le narratif. Gabriel fronce les sourcils. Tu penses à quoi? La gala de charité de demain soir? Hélène sourit.
mais c'est un sourire de chasseuse. Villeneuve Holdings organise chaque année ce grand raout pour lever des fonds. Tout le gratin parisien sera là, les médias, les politiques, les financiers. C'est de la folie, proteste Gabrielle. Solène sera sur son terrain, entourée de ses gens. Justement, elle ne s'attendra pas à une attaque frontale. Et puis, Hélène regarde sa fille. Il est temps que le fantôme d'Hélène Moreau revienne hanter cette soirée. Marianne sent son estomac se nouer. Tu veux te montrer ? Publiquement. Ma chérie, j'ai passé 23 ans dans l'ombre, à me cacher, à mentir sur mon identité, à regarder ma fille grandir de loin. Hélène prend la main de Marianne. Il est temps que je reprenne ma place et que je rende justice à toutes les victimes de Solène. Gabrielle étudie le plan sous tous les angles. Les systèmes de sécurité seront au maximum. Vigiles, détecteurs, caméras. Comment on entre ? Par la grande porte. Hélène sort de son sac un carton d'invitation doré. Ariane Rousseau, import-export. Solène m'a envoyé ça il y a 6 mois, sans savoir qui j'étais vraiment. Elle invite tous les acteurs du secteur pour se donner une image respectable. Marianne examine l'invitation. Gala de charité pour l'artisanat français. L'ironie est savoureuse. Et moi ? Demande Gabrielle. Je serai de service, évidemment. Mais si Solène me voit avec vous, tu ne seras pas avec nous. Hélène sourit. Tu seras aux commandes techniques. Elle sort un autre document du dossier. Le plan détaillé du système audiovisuel de la salle de réception. J'avais tout prévu. Même ça. Le gala est retransmis en direct sur le site de Villeneuve Holdings et diffusé sur les écrans géants de la salle pour que tous les invités voient les témoignages des artisans aidés. Gabrielle comprend immédiatement. Tu veux pirater la diffusion. Remplacer leurs vidéos de promotion par nos preuves, en direct devant 500 invités et les caméras. Génial. Gabrielle étudie le schéma technique. Mais il faudra que je neutralise les systèmes de sécurité au bon moment. Et que j'empêche Bastien de couper l'alimentation. Laisse-moi Bastien, dit Marianne d'une voix dure. J'ai des comptes à régler avec lui. Le train entre en gare de Lyon. Dehors, Paris les attend avec ses lumières et ses secrets. Dans 24 heures, tout sera fini, d'une manière ou d'une autre. Dans son bureau de Villeneuve Holding, Solène Delaunay raccroche violemment le téléphone. En face d'elle, Bastien Arnault s'agite nerveusement. Alors, nos hommes les ont perdus à Marseille. Solène frappe du poing sur son bureau. Comment peut-on perdre 2 femmes et un flic dans une gare ? Elles ont peut-être pris un autre train ? Non, elles sont allées chercher quelque chose à Marseille, quelque chose d'important. Solène se lève, fait les 100 pas devant la fenêtre. La question est... Quoi ? Bastien déglutit difficilement. Tu crois qu'Hélène avait caché des preuves ? J'en suis certaine, cette garce était trop intelligente pour mettre tous ses œufs dans le même panier. Solène s'arrête devant lui. Et maintenant, sa fille a ses preuves. Qu'est-ce qu'on fait ? On accélère le calendrier ? Solène décroche son téléphone. Marcus, change de plan. Je veux que tu liquides la vieille, maintenant, et que tu fasses porter le chapeau à la nièce. Crime passionnel. Règlement de compte, ce que tu veux. Elle raccroche, se tourne vers Bastien. Une fois que Marianne sera accusée de meurtre, plus personne ne croira ses prétendues preuves. Et si elle les a déjà transmises à la police ? Alors on activera nos contacts. Le commissaire Larreau nous doit quelques services. Il saura enterrer l'affaire. Bastien semble rassuré. Et pour demain soir, le gala ? Le gala aura lieu comme prévu. Solène sourit, mais c'est un sourire de requin. Ce sera même l'occasion de faire une belle annonce. La création de la fondation Hélène Moreau pour l'artisanat français, en mémoire de cette pauvre femme morte dans l'incendie. L'ironie de la situation la fait presque rire. « Tu es diabolique », murmure Bastien. « Je suis réaliste, dans ce monde. » Bastien, il n'y a que 2 catégories de gens, les prédateurs et les proies. Hélène Moreau était une proie, sa fille aussi. Pendant ce temps, dans un petit appartement de Belleville, Gabriel finalise ses préparatifs. Il a passé l'après-midi à étudier les plans de la salle de réception, à identifier les points faibles du système de sécurité, à programmer les séquences vidéo qui remplaceront la diffusion officielle. Marianne et Hélène sont parties acheter des vêtements pour le gala. Pour Hélène, c'est symbolique. Après 23 ans en jean et pull, elle va remettre une robe de soirée pour affronter ses démons. Le téléphone de Gabriel sonne. Philippe Durand. Gabriel, j'ai étudié tes documents. C'est du lourd, très lourd. Tu peux lancer une enquête. Officiellement. Pas encore. Il me faut une plainte.
Des témoins prêts à parler, une procédure en béton, mais officieusement, Philippe baisse la voix. J'ai mis une équipe en alerte. Dès que tu me donnes le signal, on intervient. Et pour Clara Dubois, on la cherche, mais ils l'ont bien cachée. Gabriel ferme les yeux. Si Clara meurt à cause de leur plan, Gabriel, tu es toujours là. Oui, écoute Philippe. Demain soir, 20h, Grand Hôtel Intercontinental, salle Opéra, viens avec tes hommes et avec les menottes. Le soir tombe sur Paris. Dans leur petit hôtel du Marais, Marianne essaie la robe noire qu'elles ont achetée aux Galeries Lafayette. Simple, élégante, avec ce qu'il faut de sophistication pour ne pas détonner dans un gala de charité. Hélène, elle, a choisi une robe bleu nuit qui fait ressortir ses yeux, maquillée, coiffée. Elle a retrouvé l'élégance qu'elle avait sur les photos d'avant l'incendie. Tu es magnifique, maman. Merci, ma chérie. Hélène ajuste ses boucles d'oreilles. Tu sais, j'ai rêvé de ce moment pendant des années. Pas dans ces circonstances. Bien sûr, mais le moment où je pourrais enfin te dire qui je suis vraiment. Et qui es-tu vraiment? Hélène sourit. Une mère qui aime sa fille, une artiste qui refuse les compromis, et une femme qui n'a plus peur de mourir, maintenant qu'elle a retrouvé sa raison de vivre. Marianne sent les larmes monter. Maman, chut. Hélène lui caresse la joue. Demain, ma chérie, on récupère nos vies, toutes les deux. Dehors, la nuit parisienne cache ses mystères dans l'ombre des immeubles haussmanniens. Demain, la vérité éclatera sous les lustres dorés du Grand Hôtel Intercontinental. Demain, les fantômes du passé reviendront hanter les vivants. Mais pour l'instant, une mère et sa fille se préparent pour le combat de leur vie. Et quelque part dans Paris, une vieille dame attend dans l'obscurité qu'on vienne la sauver. Le compte à rebours a commencé. Le Grand Hôtel Intercontinental scintille sous les projecteurs. Des Bentley et des Mercedes déposent leurs passagers en tenue de soirée devant le perron illuminé. Flash des photographes, murmures admiratifs, parfums capiteux qui se mélangent dans l'air tiède de cette soirée parisienne. Le gratin économique et politique se presse pour le gala annuel de Villeneuve Holdings, cette grand-messe de la charité où l'on vient autant pour voir que pour être vu. Marianne et Hélène descendent du taxi à quelques mètres de l'entrée principale. Dans leur robe de soirée, elles se fondent parfaitement dans la foule des invités. Hélène a transformé son apparence, maquillage subtil qui masque les cicatrices, coiffure sophistiquée qui encadre son visage, port de tête altier qu'elle avait perdu pendant ses années d'exil. Seuls ses yeux trahissent la tension qu'elle ressent. « Tu es prête ?» murmure Marianne. Après 23 ans d'attente, plus que jamais, elles gravissent les marches de marbre. Un huissier en livrée contrôle les invitations. Hélène tend son carton doré au nom d'Ariane Rousseau. « Bonsoir, Madame Rousseau. Soyez la bienvenue. » La salle opéra du Grand Hôtel est à couper le souffle. Lustres de cristal, dorures à leur fin, fresques au plafond qui racontent l'histoire de Paris, 500 invités en smoking et robes longues évoluent entre les tables dressées avec un raffinement extrême. Au fond de la salle, une scène surmontée d'un écran géant où défilent les images de promotion de Villeneuve Holdings. Gabriel est déjà en place. Discret dans son costume sombre, oreillettes de sécurité bien visibles, il supervise l'équipe technique près des écrans de contrôle. Son regard croise celui de Marianne. Un hochement de tête imperceptible. Tout est prêt. Solène Delaunay fait son entrée comme une reine. Robe de soie rouge sang, diamants aux oreilles. Sourire éclatant plaqué sur son visage de marbre. Elle salue, embrasse, serre des mains avec cette aisance des prédateurs habitués aux mondanités. Bastien Arnault la suit, bedonnant dans son smoking, transpirant malgré la climatisation. Mes chers amis, Solène monte sur scène, sa voix amplifiée par les micros. Bonsoir et bienvenue à cette soirée exceptionnelle. Applaudissements polis. Marianne repère les caméras qui filmaient l'événement pour le site internet de la société. Ce soir, nous célébrons ensemble l'artisanat français, continue Solène. Grâce à vos dons généreux, nous avons pu aider plus de 200 artisans cette année. Nouveau tonnerre d'applaudissements. Hélène serre les poings. Chacun de ces artisans aidés est en réalité une société fantôme qui permet à Solène de blanchir ses profits. Mais avant de passer au témoignage de nos protégés, j'aimerais faire une annonce importante. Solène marque une pause théâtrale. Nous avons décidé de créer la fondation Hélène Moreau, en mémoire de cette brillante parfumeuse disparue tragiquement il y a 23 ans. Un murmure ému parcourt l'assemblée. Marianne sent la rage l'envahir.
Cette salope ose utiliser le nom de sa mère pour redorer son blason. Hélène Moreau incarnait les valeurs que nous défendons, l'excellence, l'authenticité, l'amour du travail bien fait. Sa disparition dans l'incendie de Maison Myrteau reste une tragédie pour notre secteur. Hélène se lève lentement de sa chaise. Autour d'elle, quelques têtes se tournent, intriguées. Elle commence à marcher vers la scène, sa robe bleu nuit ondulant dans la lumière dorée des lustres. Mais ce soir, continue Solène, nous allons voir ensemble comment son héritage perdure. Elle fait signe au technicien. L'écran géant s'allume, prêt à diffuser les vidéos de promotion. C'est le moment que Gabriel attendait. Il glisse discrètement une clé USB dans le système, ses doigts volant sur le clavier. Bastien, depuis sa table, remarque le mouvement. Il se lève précipitamment, fonce vers la régie. « Gabriel, qu'est-ce que tu fous ?» Mais Gabriel a terminé. Le programme est lancé. Dans 30 secondes, les vraies images vont remplacer la propagande de Solène. Hélène atteint le pied de la scène. Solène, qui s'apprête à lancer la diffusion, la remarque enfin. Leurs regards se croisent. Et là, c'est le choc. Solène blêmit. Sa main tremble sur le micro. Elle a l'air de voir un fantôme. Ce qui, en un sens, est exactement le cas. « Bonsoir, Solène », dit Hélène d'une voix claire qui porte jusqu'au fond de la salle. « Tu ne m'attendais pas ?» Un silence de mort s'abat sur l'assemblée. 500 pères dieux fixent cette femme élégante qui vient d'interrompre la maîtresse de cérémonie. Marianne monte à son tour sur scène, rejoint sa mère. « Permettez-moi de me présenter », dit Hélène en prenant le micro que Solène a lâché. Hélène Moreau, officiellement morte dans l'incendie de Maison Myrteau en 2001. Officieusement, eh bien, comme vous pouvez le constater, je me porte très bien. L'écran géant s'allume derrière elle, mais au lieu des vidéos promotionnelles, ce sont les documents du coffre qui apparaissent, photos de laboratoires clandestins, analyses chimiques, factures falsifiées. Les preuves de 23 ans de corruption s'étalent sous les yeux médusés de l'Assemblée. « Voici la vraie Villeneuve Holdings », crie Hélène, sa voix portée par la rage accumulée pendant des décennies. Voici comment Solène Delaunay et Bastien Arnault ont bâti leur empire. Bastien essaie désespérément de couper l'alimentation électrique, mais Gabriel le plaque au sol d'un geste expert. Les images continuent de défiler. Témoignages vidéo de fournisseurs menacés, enregistrements audio de conversations compromettantes, preuves comptables des détournements. Solène retrouve enfin sa voix. Mais c'est pour hurler. C'est un mensonge. Cette femme est folle. Ces documents sont des faux. Des faux. Marianne s'empare du micro. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez essayé de nous tuer. Ma tante et moi, pas plus tard qu'hier. La salle explose en murmures choqués. Des invités sortent leur téléphone, filment la scène. D'autres se dirigent vers les sorties, ne voulant pas être mêlés au scandale. L'écran affiche maintenant la lettre manuscrite d'Hélène, celle qu'elle avait écrite avant l'incendie. Sa voix enregistrée résonne dans la salle. Si quelque chose m'arrive, sachez que Solène Delaunay et Bastien Arnault dirigent un réseau de falsification qui détruit l'artisanat français. Ils n'hésiteront pas à tuer pour protéger leurs profits. « Mensonge !» hurle Solène. Tout ça, ce sont des mensonges. Mais sa voix se brise. Elle recule, acculée au bord de la scène. Son masque de respectabilité tombe enfin, révélant le visage dur et calculateur qu'elle cache habituellement. C'est à ce moment que les portes de la salle s'ouvrent avec fracas. Le commissaire Philippe Durand entre, suivi d'une dizaine d'officiers de police judiciaire. Les invités s'écartent, stupéfaits. « Solène Delaunay, Bastien Arnault, au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation. » Solène tente de fuir par les coulisses, mais Gabriel lui barre la route. Elle le frappe avec son sac à main, griffant, crachant comme une furie. « Vous n'avez rien, rien. Mes avocats vont. Vos avocats ne pourront rien contre ça, » dit Philippe en brandissant un mandat d'arrêt. Escroquerie en bande organisée, falsification de documents, tentative d'homicide, chantage, ça fait une belle liste, Madame Delaunay. Bastien, lui, s'effondre dans un fauteuil, en larmes. « Je suis désolé, je ne voulais pas. C'était elle qui... » « Garde tes excuses pour le juge, » répond sèchement Philippe. Les policiers passent les menottes aux deux complices. Solène continue de hurler, de menacer, de nier l'évidence. Bastien suit docilement, défait. Mais soudain, l'écran géant affiche une dernière révélation. Un document médical.
Un certificat de stérilité daté de 1995. Et voici le bouquet final, crie Hélène. Le supposé fils de Solène avec Théodore, il n'a jamais existé. Solène est stérile depuis ses 20 ans. Tout était faux. Le chantage, les tests ADN, les photos d'enfance. La révélation achève de détruire Solène, elle s'effondre, brisée, pendant que les policiers l'emmènent. Dans la salle, c'est le chaos, journalistes qui se précipitent, invités qui commentent avec passion, photographes qui mitraillent. Le scandale Villeneuve Holdings va faire la une de tous les journaux demain. Gabriel rejoint Marianne et Hélène sur scène. « C'est fini », dit-il simplement. « Pas tout à fait », répond Marianne. « Où est ma tante ?» Philippe s'approche, souriant. « Madame Dubois va très bien. On l'a trouvée dans un entrepôt de banlieue, un peu secouée. Mais en bonne santé, elle vous attend au commissariat. Pour la première fois depuis des semaines. » Marianne sent ses épaules se détendre. C'est vraiment fini. Sa mère est vivante. Clara est sauve. Et les assassins vont payer. Hélène prend sa fille dans ses bras. « On a réussi, ma chérie. On a réussi. » Autour d'elle, les invités commencent à quitter la salle. Mais beaucoup restent pour féliciter ces deux femmes courageuses qui ont osé défier l'un des empires économiques les plus puissants de France. Sur scène, sous les lustres dorés du Grand Hôtel Intercontinental, une mère et sa fille se retrouvent enfin, après 23 ans de séparation, de mensonges et de peur. La vérité a triomphé. Mais le plus beau cadeau pour Marianne, c'est de pouvoir enfin dire « Maman » sans pleurer. L'aube se lève sur Paris, pâle et brumeuse. Mais pour Marianne, c'est le premier matin depuis des semaines où elle se réveille sans cette boule d'angoisse au ventre, dans la chambre d'hôtel du Marais. Hélène dort encore, épuisée par les émotions de la soirée. Sur la table de nuit, les journaux du matin étalent leurs unes spectaculaires. Le scandale Villeneuve Holdings. Retour d'entre les morts. L'empire des parfums s'effondre. Le téléphone sonne. Gabriel. Marianne. Comment ça va? Mieux. Beaucoup mieux. Elle baisse la voix pour ne pas réveiller sa mère. Et Clara. Elle va bien. Philippe l'a raccompagnée chez elle cette nuit. Elle m'a dit de te dire qu'elle était fière de toi. Marianne sourit. Chère tante Clara, qui a gardé le secret pendant 23 ans pour protéger sa nièce. Et Solène, Bastien. En garde à vue, Philippe les cuisine depuis ce matin. Bastien craque déjà. Il balance tout. Mais Solène... Gabriel marque une pause. Solène refuse de parler. Elle réclame ses avocats et nie tout en bloc. Elle peut encore s'en sortir. Avec toutes les preuves qu'on a. Impossible. Mais Philippe veut être sûr de son coup. Il fouille les bureaux de Villeneuve Holdings avec ses équipes. Et Théodore. Ça, c'est plus compliqué. Gabriel hésite, et Marianne sent que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Théodore a disparu. Marianne se redresse dans son lit. Comment ça, disparu? Il n'est pas rentré chez lui hier soir. Sa femme de ménage a trouvé son appartement vide ce matin. Pas de traces de violence, pas de mots d'explication. Il s'est volatilisé. Hélène ouvre les yeux, alertée par le ton inquiet de sa fille. Qu'est-ce qui se passe? Marianne lui explique rapidement. Hélène fronce les sourcils. Théodore ne fuirait pas. Pas maintenant. Pas après s'être enfin décidé à faire le bon choix. Alors où est-il? Je ne sais pas. Mais j'ai peur qu'il ne soit pas parti de son plein gré. Au commissariat de la brigade financière, Philippe Durand fait face à Solène Delaunay dans une salle d'interrogatoire spartiate. Elle a perdu de sa superbe. Cheveux défaits, maquillage coulé, tailleur froissé. Mais ses yeux gardent cette lueur de défi qui la caractérise. Madame Delaunay, les preuves contre vous sont accablantes. Témoignages, documents, enregistrements, vous n'avez aucune chance. Solène croise les bras. Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Vos avocats ne pourront rien contre les faits. Philippe étale les photos sur la table. Falsification d'essence, chantage, tentative de meurtre. Tentative de meurtre? Solène ricane. Vous avez des preuves? Les hommes que vous avez envoyés chercher Clara Dubois ont parlé. Ils vous ont dénoncé en échange d'une remise de peine. Pour la première fois, le masque de Solène vacille légèrement. Ces gens mentent. Ils diraient n'importe quoi pour sauver leur peau. Philippe se penche vers elle. Et l'incendie de Maison Myrteau? Vous allez nier aussi. L'incendie était un accident. Court-circuit électrique. C'est écrit dans le rapport des pompiers. Un rapport que vous avez fait falsifier. Prouvez-le. Philippe sort un nouveau dossier. Bastien Arnault a avoué. Tout.
L'incendie, les menaces, le réseau de falsification, il a même donné le nom des hommes qui ont mis le feu. Cette fois, Solène pâlit visiblement. Bastien ment, il essaie de me faire porter le chapeau pour sauver sa peau. Il nous a aussi parlé du faux fils. Solène se fiche complètement. 15 ans de chantage sur Théodore Villeneuve avec un enfant qui n'a jamais existé. Faux test ADN, fausses photos, faux certificat de naissance. Très créatif. Où est Théodore Villeneuve? Madame Delaunay, comment voulez-vous que je le sache? Je suis en garde à vue. Philippe consulte sa montre. Vos avocats arrivent dans 1 heure. En attendant, réfléchissez bien. Coopération avec la justice ou obstruction. Prison à vie ou possibilité de remise de peine. À vous de voir. Il sort, laissant Solène seule avec ses démons, dans les bureaux de Villeneuve Holdings. Les équipes de police scientifique passent tout au peigne fin. Gabriel guide Marianne et Hélène à travers les couloirs où règne une agitation inhabituelle. Ils ont saisi tous les ordinateurs, tous les documents. Philippe pense qu'ils vont trouver d'autres preuves. Et les employés? Demande Marianne. La plupart ne savaient rien. Solène et Bastien gardaient leur secret pour eux. Ils arrivent devant le bureau de Théodore. La porte est ouverte. Des policiers fouillant méthodiquement. Du nouveau? Demande Gabriel à l'un d'eux. Pas grand-chose. Le bureau a été nettoyé avant notre arrivée. Trop nettoyé même. Comme si quelqu'un avait fait disparaître des indices. Hélène s'approche du bureau. Examine le tiroir où Théodore gardait son flacon. Il n'est plus là. Le flacon? Gabriel fronce les sourcils. Théodore l'a peut-être emporté? Non. Hélène secoue la tête. Ce flacon, c'était sa pénitence. Il ne s'en séparait jamais. S'il n'est plus là, c'est que quelqu'un l'a forcé à l'abandonner. Un policier s'approche. « Excusez-moi, vous êtes Madame Moreau. »« Oui, on a trouvé ça dans la corbeille à papier. » Il tend un bout de papier déchiré. Hélène le reconstitue rapidement. C'est le mot qu'elle avait laissé dans le flacon. Pour T, si je ne reviens pas. Quelqu'un a récupéré ce mot, récemment. Gabriel examine les morceaux de papier. Théodore ne l'aurait jamais jeté. Ce mot, c'était tout ce qui lui restait de vous. Alors qui? Un frisson parcourt Marianne. Et si Solène n'était pas la seule à avoir des secrets? L'appartement de Théodore dans le 16e arrondissement est d'un luxe discret. Parquet ciré, meubles d'époque, bibliothèque remplie d'ouvrages sur l'art et l'histoire. Mais une chose choque immédiatement Gabriel. Aucune trace de lutte, aucun désordre, comme si Théodore était parti de son plein gré, ou comme s'il était parti avec quelqu'un en qui il avait confiance. « Regardez ça », dit Hélène en désignant une photo sur la cheminée. La photo montre Théodore plus jeune, entouré de 3 personnes. Solène, Bastien, et un homme que Marianne ne reconnaît pas. Grand, distingué, cheveux gris, sourire confiant. Qui est-ce? Hélène retourne la photo, au dos, une dédicace, à Théodore. Mon fidèle associé, amitié et prospérité. Henri Delaunay, 1995. Delaunay. Marianne répète le nom, comme Solène. Son père? Gabriel étudie la photo. Henri Delaunay, fondateur de l'Empire Delaunay. Il est mort il y a 10 ans. Officiellement, Hélène fixe la photo, et Marianne voit une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Marianne, si Henri Delaunay n'était pas vraiment mort, si c'était lui, le véritable cerveau derrière tout ça, qu'est-ce que tu veux dire? Solène est intelligente, manipulatrice, impitoyable, mais tout ce réseau, cette organisation, c'est trop sophistiqué pour une seule personne. Il fallait quelqu'un avec de l'expérience, des contacts, du pouvoir. Gabrielle comprend où elle veut en venir. Vous pensez qu'Henri Delaunay tire les ficelles depuis sa supposée mort? Je pense qu'on a arrêté que les exécutants, pas le commanditaire. Le téléphone de Gabrielle sonne. Philippe Durand. Gabrielle. Du nouveau. Solène a fini par craquer. Elle nous a donné une adresse. Théodore. Probablement, mais Gabrielle, viens avec du renfort. L'adresse, c'est un château en Seine-et-Marne, propriété de la famille Delaunay. Gabrielle sent son sang se glacer. Philippe, Henri Delaunay est censé être mort. Justement, Solène nous a dit quelque chose d'étrange avant de nous donner l'adresse. Quoi? Elle a dit, vous voulez Théodore, allez voir mon père. Mais attention, les morts n'aiment pas être dérangés. Le château de Fontainebleau-les-Roses se dresse dans la brume du soir, silhouette gothique qui semble sortie d'un conte noir. Gabriel gare la voiture devant les grilles forgées, éteint les phares. Derrière eux,
3 voitures de police attendent ses ordres. Vous êtes sûr de vouloir venir ? Demande-t-il à Marianne et Hélène. Théodore risque sa vie à cause de nous, répond Marianne. On ne va pas l'abandonner maintenant. Et puis, ajoute Hélène, j'ai un compte à régler avec Henri Delaunay. C'est lui qui a donné l'ordre de me tuer. Gabriel vérifie son arme. Son gilet pare-balles. Philippe et ses hommes font de même. Plan simple, dit Philippe. On entre, on sécurise, on récupère Théodore. Et on arrête Henri Delaunay, officiellement mort ou pas. Les grilles du château sont ouvertes. Trop facile. Comme une invitation, ou comme un piège, ils remontent l'allée de gravier, leurs pas étouffés par l'herbe humide. Les fenêtres du château sont éclairées, mais les rideaux tirés ne laissent rien voir de l'intérieur. Gabriel s'approche de la porte principale. Pas de verrou, pas d'alarme visible. Il pousse doucement le battant, à l'intérieur. Un hall d'entrée immense, éclairé par des chandeliers. Et au centre, assis dans un fauteuil Louis XVI, un homme que Marianne reconnaît immédiatement, Henri Delaunay. « Vivant, bonsoir, dit-il d'une voix douce. Je vous attendais. » 6 mois plus tard, le soleil de Provence caresse les murs ocres de l'ancienne bergerie que Marianne et Hélène ont transformée en école des arts olfactifs d'Avignon. Dans les jardins qui entourent le bâtiment, des rangées de lavandes, de romarins et de thym sauvage ondulent sous la brise méditerranéenne, mais ce qui attire le regard, ce sont les jeunes orangers plantés près de l'entrée. Leurs feuilles vert tendres prometteuses d'un avenir parfumé, Marianne sort de l'atelier principal, les mains encore imprégnées d'essence florale. À 30 ans, elle a trouvé sa voie. Transmettre l'art ancestral de la parfumerie à une nouvelle génération d'artisans. Ses élèves, une quinzaine de jeunes gens passionnés venus de toute l'Europe, apprennent les gestes millénaires dans le respect des traditions que sa mère a préservées. Alors, comment va notre petit génie ? Gabriel émerge de l'atelier de distillation, sa chemise maculée de taches vertes. Il a quitté la sécurité privée pour devenir le coordinateur technique de l'école. Ses mains d'ancien policier se sont habituées à manipuler alambic et pressoir, avec la même précision qu'il mettait jadis à démonter des armes. Marine a réussi son premier accord iris vétiver, et Thomas commence à comprendre les subtilités de la bergamote. Marianne sourit. Maman avait raison. Il n'y a rien de plus beau que de voir naître une vocation. Ils marchent côte à côte vers la maison principale, cette ancienne ferme provençale aux volets bleus que Gabriel a restaurée avec amour. L'odeur du dîner flotte par les fenêtres ouvertes. Ratatouille aux herbes du jardin, pain frais, et ce vin de Côte-du-Rhône que Clara a choisi pour célébrer sa visite, tante Clara est installée sur la terrasse. Un châle sur les épaules malgré la douceur de juin, à 70 ans, elle a retrouvé sa vitalité d'antan depuis que l'opération a été un succès, mais surtout, elle rayonne de voir sa nièce épanouie, enfin réconciliée avec son passé. Alors, mes chéris, cette journée, productive, répond Gabriel en l'embrassant sur la joue. On a fini l'installation du nouveau laboratoire de contrôle qualité. Grâce aux dommages-intérêts versés par Villeneuve Holdings, on va pouvoir certifier nos créations selon les standards les plus stricts et garantir qu'aucune de nos essences ne sera jamais falsifiée, ajoute Marianne avec une pointe de fierté, car c'est là l'innovation majeure de leur école. Chaque parfum créé porte une signature olfactive unique, impossible à reproduire. L'accord secret de résine de copal d'Hélène, modernisé et protégé par un brevet international, garantit l'authenticité de leur création. Hélène sort de la cuisine, tablier noué autour de la taille. Les joues rosies par la chaleur des fourneaux, à 55 ans, elle a retrouvé cette sérénité qu'elle avait perdue la nuit de l'incendie. Ses cheveux ont blanchi aux tempes, mais ses yeux pétillent de cette joie de vivre qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Le dîner est prêt et j'ai une surprise pour vous. Elle disparaît un instant, revient avec une bouteille de champagne et une lettre officielle. Mes chers enfants, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre école vient d'être labellisée Centre d'excellence pour l'artisanat français par le ministère de la Culture. Des cris de joie, des embrassades. Gabriel fait sauter le bouchon de champagne pendant que Marianne lit la lettre à haute voix. Reconnaissance officielle, subvention, possibilité d'accueillir des étudiants internationaux. L'école des arts olfactifs d'Avignon est désormais une institution. Et ce n'est pas tout, continue Hélène avec un sourire mystérieux. J'ai aussi reçu ça aujourd'hui. Elle tend à Marianne une lettre personnelle. L'entête fait sursauter la jeune femme. Cabinet Durand & Associés, notaire. Théodore.
Lis. Marianne déplie la lettre, commence à lire à voix haute. Chère Hélène, chère Marianne, si vous recevez cette lettre, c'est que mon avocat a respecté mes instructions. Après les événements de ces derniers mois, j'ai pris la décision de me retirer définitivement de la vie publique. Henri Delaunay est en prison, Solène et Bastien purgeant leur peine. Mais le poids de ma lâcheté passée m'interdit de continuer comme si de rien n'était. La voix de Marianne se brise légèrement. Depuis cette terrible nuit au château, où ils avaient retrouvé Théodore séquestré par Henri Delaunay. L'homme avait sombré dans une profonde dépression. Apprendre que son supposé fils n'avait jamais existé, que toute sa vie était bâtie sur un mensonge, l'avait détruit. Je lègue donc la totalité de mes parts dans Villeneuve Holdings à votre école, avec pour seule condition que l'entreprise soit transformée en coopérative dédiée à la promotion de l'artisanat authentique. J'espère ainsi réparer en partie le mal que j'ai causé par mon silence. Gabriel siffle entre ses dents. Tu réalises ce que ça représente. Plusieurs millions d'euros, murmure Hélène. De quoi développer des écoles dans toute la France, dans toute l'Europe. PS, Hélène, j'ai gardé votre flacon. Il trône sur ma cheminée, dans ma nouvelle maison de Bretagne, face à la mer. Chaque matin, j'y respire votre parfum, en pensant à la femme courageuse que vous êtes. Et je demande pardon à votre fille pour les 23 années que je lui ai volées. Théodore. Un silence ému suit la lecture, puis Clara lève son verre de champagne. Aux secondes chances, reprennent-ils en chœur. Plus tard dans la soirée, après le départ de Clara, Marianne et Gabriel se promènent dans les jardins éclairés par la lune. L'air embaume la lavande et les roses anciennes qu'Hélène a plantées en souvenir de son ancien laboratoire. « Ah, tu te rends compte ?» dit Marianne en s'arrêtant près du bassin, où nagent quelques carpes dorées. « Il y a 6 mois, je ne savais même pas que ma mère était vivante. Aujourd'hui, on dirige ensemble une école qui va former les parfumeurs de demain. » Gabriel la prend dans ses bras. « Tu regrettes quelque chose ?»« Jamais. » Elle se blottit contre lui. « Même si ça a été douloureux, je suis heureuse d'avoir découvert la vérité. Et nous, tu es heureuse de nous. » Pour toute réponse. Marianne l'embrasse sous les étoiles de Provence. Ils vont se marier dans 3 mois, ici même, dans les jardins de l'école, entourés de leurs élèves et des artisans qu'ils ont aidés à s'installer. Gabriel, MMH. Tu crois qu'on aura des enfants qui hériteront du nez d'Hélène? Gabriel rit doucement. J'espère bien, il faut que les secrets de famille l'aient du bon, parfois. Le lendemain matin, Hélène et Marianne prennent le train pour Paris. Elles ont rendez-vous dans un endroit qu'elles évitent depuis des mois. L'ancien emplacement de Maison Myrteau, dans le 11e arrondissement, le terrain vague est envahi par les herbes folles. Seuls quelques pans de murs noircis témoignent encore de l'incendie de 2001. Mais la mairie de Paris a accepté leur projet. Construire ici un jardin public dédié aux victimes de la violence économique. « Ça te fait quoi de revenir ici ?» demande Marianne. Hélène contemple les ruines, mais son visage n'exprime plus la douleur des premiers temps. Juste une sérénité teintée de mélancolie, de la paix, finalement. C'est ici que tout a commencé. Il est juste que tout se termine ici aussi. Elles sortent de leur sac les 2 objets qu'elles ont apportés, les fragments du flacon brisé lors de la révélation au Grand Hôtel et une jeune pousse d'oranger dans son pot de terre cuite. « Pour maman », dit Marianne en creusant un petit trou au pied du mur le mieux conservé. « Pour nous toutes », corrige Hélène en l'aidant à planter l'arbrisseau. Elles enterrent les morceaux de verre au pied de l'oranger, comme un sacrifice au dieu de la vérité. Dans quelques années, l'arbre sera grand. Ses fleurs embaumeront tout le quartier, et les promeneurs ne sauront jamais qu'ils respirent le parfum de la justice. « Jardin des orangers », murmure Hélène, « le parfum de notre renaissance. » En repartant, elles croisent un groupe d'ouvriers qui arrivent pour commencer les travaux d'aménagement du futur jardin. L'un d'eux, un homme d'une 60aine d'années aux mains calleuses, les salue politely. « Vous êtes les dames qui avez financé le projet. » « Entre autres, » répond Marianne avec modestie. « Mes respects ?» L'homme ôte sa casquette. « Mon grand-père était parfumeur. Il me parlait souvent de l'époque où les artisans français faisaient les plus beaux parfums du monde. C'est beau de voir que la tradition renaît. » Il remet sa casquette, retourne à ses outils. Hélène et Marianne échangent un regard complice. Le message passe, la passion se transmet, l'héritage perdure. Épilogue 3 ans plus tard, le jardin Hélène Moreau resplendit sous le soleil d'automne. L'oranger planté par mère et fille a grandi. Ses branches robustes portent déjà quelques fruits dorés. Les allées serpentent entre des massifs d'herbes aromatiques.
que les visiteurs peuvent toucher, sentir, emporter chez eux. Au centre du jardin, une fontaine en pierre de Provence diffuse une brume parfumée aux essences naturelles. Et sur une plaque de bronze, ces mots « À la mémoire d'Hélène Moreau et de tous les artisans victimes de l'appât du gain, que leur héritage inspire les générations futures », Marianne, enceinte de 6 mois, s'assoit sur un banc face à la fontaine. Gabriel pose sa main sur son ventre arrondi. Comment on va l'appeler? Si c'est une fille, Hélène, évidemment. Et si c'est un garçon? Marianne sourit, respire l'air parfumé qui monte de la fontaine. Théodore, pour qu'il n'y ait plus jamais de lâcheté dans notre famille. Quelque part en Bretagne, face à l'océan, un homme solitaire lève son verre en direction du sud. Sur sa cheminée, un flacon de parfum ambré accroche les derniers rayons du soleil couchant. À Avignon, dans les ateliers de l'école des arts olfactifs, une nouvelle promotion d'étudiants découvre les mystères de la distillation sous l'œil bienveillant d'Hélène Moreau. Et à Paris, dans un petit jardin du 11e arrondissement, un oranger continue de grandir. Portant dans ses branches le parfum de la vérité retrouvée, l'histoire se termine où elle avait commencé, par un parfum. Mais cette fois, c'est le parfum de l'espoir.